Bonjour à toutes et à tous. Dernier cours magistral du cours de programmation concurrente. Comme vous le savez, exceptionnellement, pas de cours en présentiel. On est tous confinés chez nous depuis une semaine. Vous me manquez déjà, mais on va essayer de faire avec. Donc c'est parti pour une vidéo sur l'administration système. Vous avez les transparents qui sont en ligne. Je vous rappelle aussi qu'on a une messagerie instantanée sur Discord, donc vous pouvez me poser des questions en direct, éventuellement pendant que vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à faire pause, venir poser des questions, interagir un peu avec moi, c'est sympa. Suite à ça, on aura un TD et un TP, toujours en virtuel. Même principe, communication avec les enseignants par messagerie instantanée via Discord. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés et c'est parti. Voilà, donc pour ce cours d'administration système, la première chose, il faut qu'on fasse quelques petits rappels sur ce que c'est qu'un système d'exploitation. Donc jusqu'ici, système d'exploitation, on a parlé pas mal de l'intérieur du système d'exploitation, comment les choses sont organisées à l'intérieur, comment les choses étaient stockées sur le disque, ça vous l'avez vu l'année dernière, ou comment elles étaient stockées en mémoire, comprendre les problèmes de mémoire plutôt l'année dernière, problèmes d'interblocage, ça c'était plutôt cette année, et puis pour comprendre tout ça, l'idée c'est aussi de pouvoir utiliser ensuite les caractéristiques du système, communiquer entre processus l'année dernière, faire du multithread pour l'efficacité sur une machine parallèle, ça c'était plutôt cette année, gestion des ressources d'une manière générale. Et donc ce cours-là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt de passer du côté de l'utilisateur ou de l'administrateur système, qui ne va pas concevoir le système d'exploitation, qui ne va pas programmer avec, mais qui va s'occuper d'installer des logiciels, de gérer ses utilisateurs, de gérer les services. Donc on va commencer par une première partie sur les utilisateurs et les droits. Ensuite on parlera de services. Donc les services, c'est tout ce qui tourne sur votre machine sans que vous n'ayez forcément la main dessus, par exemple un serveur web ou des choses comme ça qui vont tourner en tâche de fond. On parlera un petit peu outils de diagnostic et puis on parlera installation de logiciels. Donc c'est parti pour les utilisateurs, gestion des utilisateurs et gestion des droits que les utilisateurs vont avoir sur la machine en question. Donc un utilisateur, déjà, ça peut être un être humain, c'est pas nécessairement un être humain. On va prendre quelques petits exemples. Un ordinateur peut être utilisé par plusieurs utilisateurs humains. Par exemple, un ordinateur de la fac, tous les étudiants de Lyon 1 ont accès à ces ordinateurs, et puis la direction des systèmes informatiques, DSI, a également accès à ces ordinateurs pour installer des choses, pour faire des mises à jour, etc. Donc là, on a plusieurs utilisateurs physiques, des personnes différentes qui vont utiliser la machine. On a aussi d'autres cas, sur votre ordinateur personnel par exemple, peut-être que vous avez un ordinateur personnel dont vous êtes le seul utilisateur physique. Par contre, vous pouvez tout à fait, et c'est même fortement recommandé, avoir au moins 2 utilisateurs du point de vue informatique. C'est-à-dire que vous avez, vous, quand vous travaillez, quand vous êtes en train de coder, de lire des vidéos, de vous balader sur le net, de faire ce que vous voulez, et puis vous, quand vous installez des logiciels ou quand vous reconfigurez le système, et pendant que vous êtes en train d'installer des logiciels ou de reconfigurer le système, vous pouvez avoir des droits supérieurs à ceux qui sont nécessaires quand vous travaillez. On verra juste après l'intérêt de ce système, c'est juste de vous éviter de faire des bêtises. Ou en tout cas de faire en sorte que les bêtises soient moins graves. Donc un utilisateur du point de vue informatique, du point de vue Unix en tout cas, n'est pas nécessairement une personne physique. Donc quelques cas d'utilisation, sur un PC individuel, en général on a un seul utilisateur physique, on parlera du PC familial ou d'un PC qui est partagé entre plusieurs personnes juste après. Donc là l'idée c'est de séparer les tâches de la vie quotidienne et les tâches dangereuses. Dans la vie quotidienne on a un utilisateur non privilégié qui ne va pas avoir le droit de faire de bêtises, et puis typiquement votre navigateur web, possiblement le navigateur web on va aller sur un site malveillant et on va se faire attaquer. Mais même si on se fait attaquer, le navigateur web il tourne avec des droits limités et il n'aura pas la possibilité de modifier la configuration du système. Donc même si vous ne faites pas de bêtises, en termes de sécurité, le fait d'avoir du multi-utilisateur, ça va limiter les dégâts par rapport à ce qu'un attaquant pourra faire. On peut avoir un autre cas, c'est un PC familial par exemple, on a plusieurs utilisateurs qui se font confiance, qui ne sont pas en train de chercher à se cacher des choses les uns les autres. Mais même dans ce cas-là, on peut avoir intérêt à avoir un utilisateur informatique par personne physique, parce que peut-être que vous avez envie d'avoir un fond d'écran qui ne sera pas le même que celui de votre père ou de votre mère, ou de votre frère ou de votre sœur, et donc on peut avoir envie d'avoir des configurations différentes, même si on n'a pas besoin de gestion des droits spécifiques. Après, la gestion des droits spécifiques, elle est quand même intéressante, au sens où vous pouvez avoir envie qu'une fausse manipulation de quelqu'un d'autre de votre famille ne détruise pas vos fichiers, par exemple. Et puis il y a des cas où on a vraiment besoin de multi-utilisateurs et de gestion des droits, c'est un PC partagé. J'ai déjà donné l'exemple des PC de la fac.
Il y en a plein en milieu professionnel d'exemples comme ça, où on va avoir une machine qui est partagée par plein de gens. Et là, si on n'a pas de gestion des droits, ça va vite être la panique parce qu'on va avoir des milliers d'utilisateurs possibles sur une machine et il suffit qu'il y en ait un qui soit malveillant pour qu'il puisse mettre en l'air tout le système. Donc là, on va avoir impérativement un système où les utilisateurs classiques ne vont pas avoir les droits pour lire et écrire les fichiers des autres, et en tout cas, impossibilité de modifier la configuration du système pour éviter qu'un utilisateur puisse casser des choses. Donc aujourd'hui, tous les systèmes modernes pour PC, Linux, Windows, macOS, proposent du multi-utilisateur avec une gestion des droits relativement avancée dans les 3 cas. Voilà, alors je suis un fan inconditionnel de XKCD et j'adore mettre des petits dessins de XKCD dans mes transparents. Celui-ci, c'est le t-shirt que je portais au début de la vidéo, qui est assez connu. On a un utilisateur qui dit « Make me a sandwich », l'autre qui lui répond « Quoi fais-le toi-même ». Et le premier utilisateur répond « Sudo make me a sandwich » et là « OK ». Donc évidemment, c'est un jeu de mots sur le jeu de mots sudo. Donc sudo, on va y revenir juste après, c'est la commande sous Unix, enfin une des commandes sous Unix qui permet de passer administrateur. Donc là, le petit jeu de mots du dessin, c'est simplement un utilisateur qui demande quelque chose en tant qu'utilisateur non privilégié, il n'a pas le droit de le faire. Par contre, s'il passe utilisateur privilégié, il a le droit de le faire. Voilà, donc ça c'est le b.a.-ba de la gestion des droits. On va avoir des utilisateurs qui ont les droits de faire plein de choses, qui ont les droits d'administrer la machine, de modifier la configuration, mais qui du coup ont le risque de casser des choses. Et puis des utilisateurs non privilégiés qui sont utilisés pour toutes les tâches de la vie quotidienne. Et le principe c'est que quand on est un utilisateur normal de son ordinateur, on ne travaille jamais en mode administrateur pour les tâches du quotidien. On ne lance jamais un navigateur web en tant qu'administrateur, on ne compile jamais un programme en tant qu'administrateur, etc. Et typiquement, sous Unix, on n'ouvre jamais une session graphique en tant qu'administrateur. On a des systèmes pour pouvoir passer administrateur le temps d'une commande, et ça suffit largement. Donc ensuite, les administrateurs, c'est ceux qu'on n'utilise jamais, sauf quand on en a vraiment besoin, et les utilisateurs non privilégiés, c'est ceux qu'on utilise tout le temps pour les tâches de la vie quotidienne. Si on est sous Linux et qu'on est utilisateur lambda et qu'on a envie de passer administrateur juste le temps d'une commande, on va faire sudo la commande, ou bien su- pour passer administrateur le temps d'une session shell. Et ça nous permettra d'avoir par exemple un terminal dans lequel on est administrateur, alors que le reste de l'interface n'est pas administrateur. Donc on a un terminal dans lequel on peut taper des commandes dangereuses, et le reste de l'interface dans lequel on a cette gestion des droits qui nous protège des bêtises. On entend des fois que sous Windows il n'y a pas SU, c'est juste faux. Sous Windows vous pouvez faire clic droit run as different user si vous aimez les interfaces graphiques. Vous avez un exécutable runAs.exe qui fait à peu près la même chose que sudo et su sous Linux. Donc je vous parle depuis tout à l'heure de bêtises qu'il ne faudrait pas faire. Un exemple assez flagrant de bêtises qu'il ne faudrait pas faire, si je fais un rm-rf/, est-ce que c'est grave ? Non, c'est pas grave, parce que si je suis utilisateur non privilégié, rm-rf/, ça va juste me dire que je n'ai pas les droits sur / et que je ne peux rien faire. Par contre, si je fais un sudo rm-rf/, la commande sudo me permet de passer administrateur, et donc quand je fais un rm-rf/, le rm-rf/, il a tous les droits sur le système de fichiers, et donc il pourrait tout à fait effacer la totalité du système de fichiers. Donc avec juste une commande, je passe de quelque chose qui n'est pas grave du tout, à quelque chose qui va complètement effacer mon disque dur. Bon alors en pratique, rassurez-vous, la commande rm elle a un cas particulier, si vous lui demandez d'effacer /, il ne va pas vouloir, donc cette commande là elle n'était pas si grave que ça, mais en pratique il y a des tas d'autres commandes qui sont très dangereuses. Je cite en commentaire chmod 777 qui donne tous les droits à la racine. J'ai un copain administrateur qui a fait ça sur un de ses serveurs un jour, il n'était pas fier après, ça a cassé pas mal de choses. Une bêtise un petit peu plus subtile. Je tape make, je fais mon TP, ça se passe bien, je compile des programmes, etc. Qu'est-ce qui se passe si je fais sudo make? Est-ce que c'est grave? Oui, c'est grave. Cette commande, elle va créer des tas de fichiers. Vous avez vos fichiers C, par exemple, si vous êtes en train de coder en C, ou des .cpp si vous êtes en train de coder en C++, qui vont créer, et quand vous allez compiler, vous allez créer des fichiers .o, des fichiers objets qui sont générés depuis vos fichiers sources. Si vous faites make normalement en tant qu'utilisateur lambda, vous créez des fichiers .o qui vous appartiennent. Si vous tapez sudo make, vous allez créer des fichiers .o qui appartiennent au super utilisateur, donc à l'utilisateur root sous Unix.
ces fichiers ne vous appartiennent pas, donc vous n'êtes pas autorisé à les supprimer. Vu que vous n'êtes pas autorisé à les supprimer, du coup, la prochaine fois que vous allez faire des commandes qui cherchent à écraser ces fichiers, à les supprimer, à les déplacer ou n'importe quoi, en fait, votre système va refuser de manipuler ces fichiers parce qu'ils ne vous appartiennent pas. Donc je vois très souvent des étudiants qui se disent j'ai un truc qui ne marche pas à cause de droit, je vais taper sudo. En général, sudo, c'est plutôt le problème que la solution. C'est-à-dire que vous allez taper sudo, ça va créer des fichiers qui ne vous appartiennent pas sur votre compte, et ensuite vous allez avoir des tas de problèmes de permission, et du coup vous allez avoir des problèmes de permission, donc du coup vous allez utiliser sudo, et vous utilisez sudo, vous allez avoir des problèmes de permission, et vous vous en sortez pas. Donc je répète la règle, si on n'a pas une bonne raison de passer administrateur, on ne passe pas super utilisateur. Voilà, alors on va rentrer un peu dans la technique sur les commandes de sudo et su dont je vous ai parlé un petit peu jusqu'ici. Donc on a deux commandes qui font grosso modo la même chose, hein, mais avec des petites subtilités près. La commande su qui veut dire set user, qui va nous permettre de passer de notre utilisateur non privilégié à n'importe quel utilisateur. Donc si je fais su tout court, je vais passer root. Si je fais su toto, je vais passer sous le compte de l'utilisateur toto. Ça va me demander le mot de passe, donc le mot de passe root par défaut, le mot de passe de l'utilisateur toto si je fais un su toto. Et ça peut être lancé par n'importe qui, y compris évidemment les utilisateurs non privilégiés, c'est le but. Par contre, il faut le mot de passe. Petit détail, quand vous faites un SU, ça va garder une partie de votre environnement. En particulier, ça va garder le répertoire courant tel quel, et c'est pas forcément une bonne idée, puisque si vous lancez SU en tant qu'utilisateur non privilégié, vous allez par défaut garder le répertoire courant, donc vous allez être dans votre répertoire utilisateur, et du coup vous risquez de faire des bêtises, de créer des fichiers qui appartiennent à root dans le répertoire de votre utilisateur, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc quand vous tapez SU-, SU espace moins, tout simplement, hein, entrée, vous allez passer root, mais vous passez root comme si vous étiez logué en tant que root, vous ne préservez rien, ni le répertoire courant, ni rien du tout de ce que vous aviez fait avant. Donc on peut faire une petite démo. On va s'ouvrir un terminal, je vais aller dans le répertoire slash, et puis je cherche à créer le fichier foo, par exemple. Vous voyez que là, je n'ai pas le droit de le faire. Par contre, si je fais un su-, donc là, je tape le mot de passe administrateur de ma machine, je reviens dans le répertoire slash, et là, je peux créer un fichier foo, et si je fais un ls-l, je vais bien voir mon fichier foo qui appartient à l'utilisateur root et qui a été créé dans le répertoire slash. Quand j'ai terminé tout ça, je peux taper exit ou je peux taper CTRL-D et je reviens dans mon utilisateur normal qui peut toujours essayer de supprimer le fichier foo, il n'a pas le droit de le faire puisqu'il n'est pas administrateur. Voilà, donc ça c'est la première option SU, et puis on va passer à la deuxième ici qui est la commande sudo. Donc sudo, ça veut dire substitute user do, donc transforme-toi en un certain utilisateur pour faire une chose, ou des fois on lit aussi super user do, puisqu'en général c'est utilisé pour passer super utilisateur. Cette commande-là, c'est une commande qui est beaucoup plus flexible que la commande SU, elle est configurable dans un fichier qui s'appelle /etc/sudoers, et ce fichier il va dire qui a le droit de faire quoi et dans quelles conditions. Donc par exemple, si je lance la commande sudo vi, donc vi c'est un éditeur de texte, /etc/profile, ça va lancer la commande vi /etc/profile en tant que root. Donc là je reviendrai à la normale quand j'aurai terminé ma commande. On n'est pas dans le système de SU qui va ouvrir un shell et qui va rester root dans ce shell tant que le shell n'est pas fermé. On peut aussi ouvrir un shell avec sudo. À ce moment-là ce sera la commande sudo-s pour ouvrir un shell. Et donc la configuration assez classique, qui est la configuration par défaut sous Ubuntu, sous macOS 10, etc., c'est que la commande sudo, elle va demander le mot de passe de l'utilisateur courant pour passer administrateur. Alors ça peut paraître un peu paradoxal de se dire je suis utilisateur non privilégié et pour passer root, il faut que j'utilise le même mot de passe que pour mon utilisateur non privilégié. Typiquement, ça n'aurait aucun sens sur les machines de la fac où la DSI a le mot de passe root mais où vous ne l'avez pas, puisque à ce moment-là, ça voudrait dire que vous seriez capable de passer administrateur en connaissant exactement votre compte d'étudiant, donc vous seriez capable de faire des actions qui sont limitées à la DSI avec votre mot de passe habituel. Donc sur une machine partagée, ça n'aurait aucun sens de faire ça. En tout cas, ça n'aurait aucun sens de donner ces permissions-là à des utilisateurs qui sont des personnes physiques qui ne sont pas privilégiées. Par contre, sur votre machine perso, par exemple, ça a tout à fait du sens, puisque on reste dans le système où on va s'interdire de faire des bêtises par défaut. Par contre,
la personne physique qui va exécuter des commandes dangereuses, c'est la même que la personne physique qui exécute des commandes pas dangereuses. Donc, du coup, le mot de passe n'a pas tellement de raison d'être différent. Ensuite, dans la configuration par défaut, vous avez une autorisation qui reste valable 15 minutes pour les prochaines commandes, ce qui fait que vous tapez sudo quelque chose, ça va vous demander le mot de passe, mais la deuxième fois que vous demandez sudo de la même chose, vous n'allez pas avoir besoin de retaper le mot de passe. Par contre, tout ça, c'est autorisé uniquement pour les membres du groupe admin. Et donc, en fait, quand j'ai dit que cette configuration-là, elle n'avait pas de sens sur les machines de la fac, ça aurait du sens à partir du moment où les étudiants ne sont pas dans le groupe admin. Donc à ce moment-là, en tant qu'étudiant, vous faites sudo quelque chose, ça va vous le refuser, mais les gens de la DSI peuvent s'être mis eux-mêmes dans le groupe admin, et à ce moment-là, eux, ils auront le droit d'utiliser sudo. On va faire une petite démo là aussi. Hop, on va patrer notre fenêtre. Donc on avait dit que rm foo, ça marchait pas. Par contre, si je fais un sudo rm foo, là, il va me demander mon mot de passe. Donc là, c'est le mot de passe de l'utilisateur courant, et cette fois-ci, le fichier foo a bien été supprimé. Si je fais un sudo touch foo pour recréer le fichier, la commande sudo ne me demande pas le mot de passe, parce que je l'ai déjà demandé tout à l'heure et que je l'ai donné, j'ai une autorisation qui reste valable 15 minutes. Voilà, on va faire un petit peu de ménage et on quitte le terminal. Donc ça, c'était les commandes pour pouvoir changer d'utilisateur. On va parler maintenant des informations qui sont stockées utilisateur par utilisateur. Donc un compte utilisateur, il est défini toujours par un numéro qu'on appelle l'UID, User Identifier. On peut utiliser la commande ID pour le voir. Ce numéro, c'est ce qui est utilisé en interne par le système. Quand vous avez un fichier qui appartient à un certain utilisateur, le nom de l'utilisateur n'est pas stocké dans le système de fichiers sur le disque, c'est toujours le numéro qui est stocké. On a un nom de login, donc chez vous ça va être P1234 et quelque chose. Mon login Lyon 1 par exemple, ce sera Mathieu.moi, etc. Donc ça, c'est l'identifiant en toutes lettres de votre utilisateur, qui est associé de manière unique à votre numéro d'utilisateur. Vous avez un répertoire personnel, donc ce sera le contenu de la variable d'environnement $home, qui par défaut pointe sur $home /votre nom d'utilisateur. Et puis quelques autres métadonnées. En général, on a le nom complet qui est stocké, par exemple. Donc vous appelez P1234 quelque chose, mais vous n'êtes pas des numéros, vous avez aussi votre nom complet qui est stocké dans le système pour qu'on puisse demander comment s'appelle tel ou tel utilisateur. Vous avez un shell par défaut. Par défaut, quand vous vous loguez, en général, le shell qui est lancé, c'est bash. Moi, j'aime bien le shell ZSH, par exemple, qui a quelques fonctionnalités sympas. Donc, par défaut, j'ai mis un shell par défaut à mon utilisateur Unix, qui est à ZSH. Petite parenthèse, sur le vocabulaire, vous êtes beaucoup à confondre le mot compte et le mot session. Un compte, c'est des informations qui existent sur votre utilisateur et qui continuent à utiliser même quand vous n'êtes pas logué. C'est-à-dire que votre compte Lyon 1, il a été créé le jour où vous êtes inscrit, il sera détruit le jour où vous quitterez Lyon 1, mais il existe même quand vous n'êtes pas connecté aux machines. Une session, c'est la période de temps entre le moment où vous vous connectez et le moment où vous vous déconnectez. Donc, quand vous arrivez en TP, au départ du TP, vous êtes devant votre machine, vous n'êtes pas logué, vous n'avez pas de session ouverte, mais vous avez un compte. Vous tapez votre mot de passe, vous avez une session ouverte qui est ouverte sur votre compte. Et puis, si vous vous loguez sur deux machines en parallèle, vous avez deux sessions différentes ouvertes sur le même compte. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire « je me connecte sur ma session » ou « je te donne le mot de passe de ma session », que d'ailleurs vous ne devriez pas dire du tout parce que vous ne devriez jamais donner votre mot de passe. Vous vous connectez sur votre compte et ça ouvre une session. Si vous vous trompez dans le vocabulaire, ça se voit tout de suite que vous êtes des débutants. Voilà, alors les utilisateurs, on a deux catégories d'utilisateurs sur les machines classiques. On va avoir les utilisateurs locaux, c'est ceux qui sont définis dans la définition et stockés sur le disque dur de votre machine, et les utilisateurs qui vont être des utilisateurs distants, dont la configuration est stockée quelque part sur le réseau. Là, par exemple, j'enregistre cette vidéo depuis ma machine personnelle, depuis une machine qui est individuelle, c'est ma machine pro, mais mon identifiant, mon mot de passe, etc. sont stockés sur la machine. Je peux m'y connecter, je peux administrer tout ça sans aucune connexion réseau. Par contre, le jour où je me logue sur une autre machine, évidemment, il n'y a aucune raison que mon mot de passe soit synchronisé avec cette autre machine. Inversement, quand vous vous promenez sur les PC de la fac, vous avez pu remarquer que vous avez le même login, le même mot de passe et les mêmes fichiers qui sont disponibles sur tous les PC. Tout simplement parce que l'information sur votre mot de passe et votre login, elle n'est pas stockée sur les PC de la fac, elle est stockée quelque part sur un serveur,
Et quand vous vous loguez sur un PC, le PC localement va demander la permission au serveur d'ouvrir une session pour vous. Donc on va commencer par les utilisateurs locaux. Les utilisateurs locaux, ils sont stockés dans un fichier qui est sur votre machine. Donc si vous êtes sous Windows, c'est à la racine du système dans le répertoire system32/config/sam. Et quand vous êtes sous Linux, ce qui va nous intéresser plus particulièrement dans le cadre de ce cours, le fichier s'appelle /etc/passwd. Et puis là, en fait, les informations sont réparties dans plusieurs fichiers, etc passwd, etc/shadow et etc/group. Alors la différence entre tous ces fichiers, dans etc passwd, on va avoir les informations classiques sur l'utilisateur, son nom complet, son login, son shell par défaut et son répertoire par défaut. Par contre, ce fichier-là, /etc/passwd, il est accessible en lecture pour pas mal de monde. Et donc, en général, on va évidemment pas mettre le mot de passe en clair de l'utilisateur dans /etc/passwd, sinon ça voudrait dire que n'importe qui, quasiment, aurait accès à ce mot de passe. Ce qu'on utilise de toute façon, c'est toujours un hash du mot de passe, c'est-à-dire une fonction très compliquée qui va prendre le mot de passe et qui va sortir une autre chaîne de caractères. Et quand on va identifier un utilisateur, on ne va jamais comparer est-ce que le mot de passe que l'utilisateur a entré correspond au vrai mot de passe. On va calculer est-ce que le hash du mot de passe que l'utilisateur a entré est le même que le hash du mot de passe qui est stocké sur le système. Mais ce hash de mot de passe, c'est quand même une info relativement sensible, parce que si j'ai le hash de votre mot de passe, je peux faire un test par force brute, je peux tester toutes les combinaisons possibles de mots de passe, ça peut prendre très longtemps, mais ça peut réussir si le mot de passe n'est pas suffisamment fort. Donc le hash du mot de passe, on ne le stocke pas dans /etc/passwd, on va le stocker dans /etc/shadow. Et donc ce fichier-là, il ne va pas être accessible en lecture pour tout le monde, il ne sera accessible en lecture que pour les programmes qui ont besoin de vérifier que l'utilisateur s'est bien identifié. Et donc pas pour les applications classiques. Et puis les utilisateurs, ils sont regroupés en groupes, et donc on a un fichier /etc/groups qui nous permet de dire quel utilisateur appartient à quel groupe. Voilà, le deuxième, c'est ce que je viens de vous dire, les fichiers ne contiennent jamais directement les mots de passe, mais toujours leur empreinte numérique, donc un hash du mot de passe. Et donc pour authentifier un utilisateur, on récupère le mot de passe en clair, on utilise la même fonction de hachage et on compare les résultats. Ces fichiers sont quand même critiques pour le système. On a un problème, c'est si on a des mots de passe identiques, on a envie que ça ne se voit pas. Donc si on a deux utilisateurs qui ont choisi le même mot de passe, on n'a quand même pas envie qu'ils aient le même hash de mot de passe dans /etc/shadow. Donc pour ça, il y a un système qui s'appelle le cell, qui consiste à rajouter un peu d'aléatoire. C'est un truc assez malin que je ne vais pas détailler ici. Et puis le problème des mots de passe trop simples qui seraient attaquables par force brute, ça c'est la raison pour laquelle on ne met rien de sensible dans etc passwd, mais on peut en mettre dans /etc/shadow. Voilà, pour gérer les utilisateurs locaux sous Linux, on a plusieurs commandes. Donc on va commencer par la commande adduser, qui comme son nom l'indique, crée un utilisateur. Donc ici, ce que j'ai écrit user en italique, c'est simplement le nom de l'utilisateur. Ici, il faudrait rentrer le vrai nom de l'utilisateur. Si je veux créer un utilisateur moi, je vais faire adduser moi. Et donc ça va créer l'utilisateur. Ça va ajouter une ligne dans /etc/passwd. Ça va créer son répertoire personnel, donc son répertoire home. La commande symétrique, ce sera la commande del user, donc là aussi on va mettre le nom de l'utilisateur et ça va supprimer l'utilisateur. Par défaut, ça ne retire pas son répertoire personnel parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de bazar important dans son répertoire home. Donc on vous demande une option --remove home pour confirmer que vous avez envie de supprimer le répertoire personnel de l'utilisateur. Donc del user, ça supprime l'utilisateur, del user remove home, ça supprime aussi ces données. Si on veut changer le mot de passe d'un utilisateur, on a la commande passwd pour ça. Donc passwd avec un utilisateur, ça va changer le mot de passe de l'utilisateur. Ça va demander l'ancien mot de passe de l'utilisateur pour éviter que quelqu'un qui a le dos tourné, par exemple, on puisse lui attraper son clavier et lui changer son mot de passe. Donc on ne peut pas changer le mot de passe d'un utilisateur si on ne connaît pas son ancien mot de passe. À une petite exception près, si on est administrateur, à ce moment-là, ça ne demande pas l'ancien mot de passe. Ça permet, par exemple, un utilisateur qui aurait oublié son mot de passe, il peut aller voir son administrateur. L'administrateur va lancer la commande passwd pour lui, il va pouvoir lui réinitialiser son mot de passe sans connaître l'ancien.
Alors il y a un petit piège, c'est qu'on a des commandes add-user et del-user, et puis on a des commandes user-add et user-del. Le nom ressemble furieusement. User-add, user-del, c'est juste la même chose que add-user, del-user, sauf que c'est moins convivial. Par contre, c'est pratique à utiliser dans des scripts, puisque c'est des commandes qui vont avoir une interface en ligne de commande qui est sympathique, mais une interface du point de vue être humain qui est beaucoup moins sympathique. Quand on est en réseau, là on a vraiment envie de centraliser la gestion des utilisateurs. J'ai déjà donné l'exemple de la fac, où on a évidemment envie que les utilisateurs soient partagés entre toutes les machines. C'est la même chose dans à peu près n'importe quel environnement professionnel où vous avez envie d'avoir plusieurs machines et des utilisateurs qui ont le droit de se loguer sur plusieurs machines. Et donc, alors ce qu'on peut faire, c'est on peut modifier ou utiliser des versions modifiées qui existent déjà, évidemment, des utilitaires qui accèdent aux descriptions des utilisateurs pour qu'à la place d'aller regarder dans ETC PassWD, ETC Shadow, etc., ces utilitaires aillent demander au réseau. Il y a un système qui fonctionne comme ça, qui s'appelle NIS. Le principe de NIS, donc NIS, c'est qu'à la place d'accéder à un fichier, on va demander le fichier au serveur. Et donc pour configurer tout ça, on a un fichier qui s'appelle /etc/nsswitch.conf, le name service switch, qui va permettre de dire pour le fichier etc PassWD, il faut aller le demander à tel endroit, pour le fichier etc Shadow, il faut aller le demander à tel endroit, etc. On a quand même un cache local qui permet d'éviter de prendre trop de temps à chaque fois qu'un utilisateur se log. Mais globalement, on va avoir le même fonctionnement qu'avec ETC PassWD, etc. Simplement, on ira chercher les fichiers sur le serveur. On peut déléguer une partie du travail, donc par exemple sous Windows, alors malheureusement Windows que je connais très mal, donc je ne pourrais pas vous donner beaucoup de détails là-dessus, mais on a le système des domaines de Windows, où on va avoir pour chaque domaine un contrôleur de domaine principal qui fournit l'authentification, et puis on peut aller chercher des informations sur les utilisateurs avec des scripts. Par contre, avec ces deux méthodes, les informations centralisées sont limitées, c'est-à-dire que le fichier /etc/PassWD, il ne contient pas grand-chose sur les utilisateurs. Un classique, c'est les utilisateurs, on peut avoir envie de stocker leur adresse email, par exemple. Ce qui fait qu'ensuite, quand on a envie d'envoyer un mail à tous les étudiants, on peut avoir envie de demander, je vais aller chercher dans l'annuaire de tous les étudiants quel est leur email, et puis du coup, je vais envoyer un mail à toutes ces adresses-là. Si je fais ça avec ETC PassWD, je ne peux pas parce qu'il n'y a pas de champ adresse email dans le fichier ETC PassWD. Donc souvent quand on a des grosses bases d'utilisateurs, on utilise un système un peu plus riche, on appelle ça un système d'annuaire, où on va avoir une vraie base de données d'utilisateurs qui va être beaucoup plus riche que juste le contenu d'un fichier comme /etc/PassWD. Donc un annuaire, c'est une base de données qui est optimisée pour la lecture, qui peut contenir à peu près n'importe quel type d'information avec une organisation hiérarchisée. C'est-à-dire qu'on va avoir l'ensemble des gens de Lyon 1, à l'intérieur de ça on va avoir l'ensemble des étudiants de Lyon 1, à l'intérieur de ça on va avoir l'ensemble des étudiants en licence de Lyon 1 par exemple, et donc on va avoir des ensembles qui sont inclus les uns dans les autres. On peut faire des recherches multiples, on peut faire des recherches sur pas mal de critères différents, et on a toujours un système d'authentification, puisque le système d'annuaire il va permettre de stocker des données qui sont un petit peu confidentielles. Votre adresse mail, par exemple, vous n'avez pas forcément envie que tous les étudiants aient accès à toutes les adresses email de tout le monde, tout simplement parce que sinon ce serait très facile de spammer les 45 000 étudiants de Lyon 1. Donc un système d'annuaire qui est très utilisé, c'est le système LDAP, Lightweight Direct Access Protocol. On a l'implémentation OpenLDAP qui est très utilisée sous Unix. Et sous Windows, on a le système Active Directory qui utilise en interne le protocole LDAP. Un petit peu de détails sur LDAP, mais on ne rentrera pas dans les vrais détails. Donc les objets sont placés dans une structure arborescente. Donc on a un arbre, la racine de l'arbre, elle nous est donnée par le nom DNS, par convention de l'entité qui gère cet annuaire LDAP. Donc ici on a un exemple avec l'école Polytech par exemple. On va écrire DC égale Polytech, DC égale UPMC, DC égale FR, puisque le nom de domaine de l'école, ça va être polytech.upmc.fr. Donc DC ici, ça veut dire Domain Component, c'est l'endroit où on se rattache sur le nom de domaine. Ensuite, chaque objet a un nom unique, le Distinguished Name, qui fait apparaître dans le chemin de l'arbre. Donc on va avoir... Pour se promener dans cet arbre, on peut se promener avec des champs DC comme Domain Component, des champs OU comme Organizational Unit. Donc on va pouvoir grouper des données par Organizational Unit.
Et ensuite, à chaque objet, on va associer des données. Et donc, pour chaque étudiant, par exemple, on peut lui associer son nom complet, son adresse email, le hash du mot de passe ou des choses comme ça. Le type des données, leur position dans l'arbre, etc. sont fixés par des schémas. Donc, on n'a pas le droit de stocker n'importe quoi, n'importe comment. Et on peut avoir des schémas plus ou moins riches selon la quantité de données qu'on a envie de stocker dans notre système. Et les droits d'accès aux données sont gérés par des ACL. ACL, ça veut dire Access Control List. C'est un système de gestion des droits qui est relativement fin, puisqu'on va pouvoir dire un tel a le droit, mais sauf un tel, mais toute la catégorie des utilisateurs peuvent faire ceci, etc. Donc on va avoir un espèce de petit langage de description des droits qui est quand même relativement riche avec le système d'ACL. Voilà, en parlant de droits, on va passer maintenant à la partie gestion des droits. Donc on a les utilisateurs, les données associées, et les droits, c'est qu'est-ce que les utilisateurs ont le droit de faire. En particulier, quel utilisateur a le droit d'écrire ou de lire sur un fichier. Donc du fait qu'on a plusieurs utilisateurs sur une même machine, on va pouvoir gérer les droits et on va pouvoir dire que certains utilisateurs ont le droit de faire des choses et certains utilisateurs n'ont pas le droit. Donc, par exemple, les données qui sont sur votre compte Lua1, elles sont accessibles par vous, mais elles ne sont pas accessibles aux autres utilisateurs. Sauf évidemment à l'administrateur privilégié, administrateur root. Donc un utilisateur standard, il a le droit d'utiliser des logiciels, d'utiliser son espace de stockage, de lire et écrire dedans, de lire des données partagées. Il y a pas mal de fichiers qui sont accessibles pour tous les utilisateurs. Et certains utilisateurs particuliers ne correspondent même pas à un utilisateur physique. Vous pouvez tout à fait avoir un utilisateur Oracle, par exemple, qui va servir à faire tourner la base de données Oracle. Quand vous utilisez un serveur web, souvent vous avez un compte www-data qui est le compte dans lequel tourne le serveur web, etc. Voilà, un utilisateur spécifique a tous les droits, c'est celui qui s'appelle administrateur sous Windows et qui s'appelle root sous Unix. Je ne vais pas vous parler des détails des droits sous Windows, on va parler uniquement des droits Unix. Donc sous Unix, tout est fichier. Donc les droits s'appliquent aux fichiers. Et le principe, c'est que pour chaque fichier, on va avoir des droits en lecture, en écriture et en exécution. Et on va avoir ces droits-là pour l'utilisateur qui est propriétaire du fichier, pour le groupe propriétaire et pour les autres. Donc je vous donne un exemple. Ici, je fais un ls-l sur le fichier cm-admin.tech, qui est le fichier qui correspond au cours magistral que je suis en train de vous faire. Et donc je vais avoir la commande ls-l exécutée sur cm-admin.tech et ça va me renvoyer tous ces petits caractères-là. Alors le premier caractère ici, ça va être le caractère qui me dit quel est le type de fichier. Donc ici j'ai un tiret, le tiret que j'ai ici, oups, perdu. Le tiret que j'ai ici veut simplement dire que c'est un fichier normal. Ensuite, je vais avoir 3 caractères RW- qui me donnent les droits pour l'utilisateur courant. Ensuite, donc ici, on voit que l'utilisateur courant, c'est l'utilisateur moi, c'est mon utilisateur personnel. Et donc moi, j'ai les droits RW, read, write, donc j'ai les droits en lecture et en écriture. Ensuite, j'ai 3 autres caractères qui correspondent au groupe. Donc le groupe de mon fichier ici, c'est le groupe moi, c'est un groupe qui contient uniquement mon utilisateur, mais j'aurais pu avoir d'autres utilisateurs ici. Je pourrais tout à fait avoir un groupe étudiant par exemple, avec tous les étudiants, ou bien un groupe enseignant avec tous les enseignants, et par exemple j'aurais pu décider que je donne les droits aux enseignants, mais que je ne donne pas les droits aux étudiants. Donc ici les droits sur le groupe sont R-, donc read, mais pas write et pas execute. Donc les gens du groupe ont le droit de lire, mais pas d'écrire, pas d'exécuter. Et puis ensuite, j'ai les 3 derniers caractères ici qui correspondent aux permissions other. Donc other, c'est tous les autres utilisateurs qui ne sont ni moi-même, ni les gens du groupe, donc ni le propriétaire, ni le groupe propriétaire, mais qui sont les autres utilisateurs sur la machine. Pour modifier les droits, on a une commande qui s'appelle chmod qui permet de faire ça, et par contre, on a plusieurs façons d'utiliser chmod. Donc la première façon, c'est qu'on va écrire un ensemble d'utilisateurs, donc ici on a GO comme groupe et other. Ensuite on va avoir soit un plus, soit un moins. Le plus il rajoute des droits, le moins il supprime des droits. Et puis ensuite je vais avoir un ensemble de droits, donc ici GO-RX, je vais, pour le groupe et pour les autres utilisateurs, je vais supprimer le droit R et le droit X. Je ne vais pas toucher au droit W puisque je n'ai pas mentionné ce droit-là.
Dans le même principe, je peux écrire chmod a plus x, je vais donner le droit x à tout le monde. A, c'est all, c'est un petit raccourci pour éviter d'avoir besoin d'écrire user, group, other, donc UGO. J'écris A simplement pour dire tout le monde. A plus X, tout le monde gagne le droit X. Je peux aussi utiliser la notation numérique. Ici, je vais utiliser l'octal. Donc la base 8. Pour chaque droit, je vais associer un nombre. Donc le droit X, il vaut 1. On l'a ici. X vaut 1, W vaut 2 et R vaut 4. Donc si j'ai envie de donner le droit R et W, je vais faire R qui vaut 4 plus W qui vaut 2, 4 plus 2, 6, et donc je vais passer le droit 6 ici. J'ai 3 chiffres ici, le premier chiffre il correspond à l'utilisateur propriétaire, le deuxième au groupe propriétaire, et le troisième aux autres utilisateurs. Donc ici le droit 644, 6 ça fait R plus W, 4 ça fait juste R, et donc 644 ici ça correspond à RW-R-R-R. Alors en pratique, rassurez-vous, on ne fait pas tant d'arithmétique que ça quand on utilise la notation octale, simplement on les connaît par cœur parce qu'on n'a pas beaucoup. Donc les droits classiques, si je veux ne donner aucun droit c'est 0, donc chmod 0 par exemple ça va couper tous les droits à tout le monde. Et puis en général, on a envie d'avoir tous les droits, donc tous les droits c'est 7, tous les droits sauf l'exécution, parce que l'exécution n'est pas forcément nécessaire si c'est un fichier, ici c'est un fichier qui n'est pas exécutable, mon cmadmin par exemple, donc ce sera 6. Donc les droits classiques, ça va être 644, c'est j'ai les droits en lecture, en écriture, les autres ont droit en lecture. 755, j'ai tous les droits et les autres ont tous les droits sauf l'écriture. En général, les autres, on ne leur donne pas le droit en écriture parce qu'on ne donne pas le droit aux autres utilisateurs d'écrire chez nous, ce serait dangereux. Et donc, les droits classiques, c'est 644 et 755. Voilà. Évidemment, là, on parle des droits, mais l'utilisateur root a toujours le droit de tout faire. Donc, l'utilisateur root, il est ni user, ni group, ni other dans ce cadre-là. Il est comme s'il était propriétaire de tout. Il est même plus que propriétaire, puisqu'on peut couper les droits au propriétaire, mais root garde toujours les droits pour tout faire, y compris faire des bêtises. Petit exemple, on va supposer qu'on travaille sur une machine partagée et qu'on a envie de mettre en place une page internet personnelle. Et qu'en fait, sur notre machine partagée, on a un serveur web qui tourne, qui va aller chercher des fichiers dans le répertoire public HTML sur le compte de chacun. Donc on a envie que l'utilisateur Apache, ou l'utilisateur HTML, ou l'utilisateur www-data, celui qui fait tourner le programme Apache, il ait accès au contenu du répertoire public HTML. Mais on va essayer de donner le moins de droits possible à cet utilisateur. Alors de quoi on a besoin? On a besoin d'abord que notre répertoire personnel, donc on l'a appelé $home, il peut s'appeler tilde aussi, le tilde c'est un petit raccourci pour dire notre répertoire personnel, il doit être autorisé en exécution pour les autres, puisque l'utilisateur Apache ou HTML, il ne fait pas partie de notre groupe. Quelque chose que j'ai oublié de dire sur le slide d'avant, sur les fichiers, le droit X, il correspond au droit d'exécuter le fichier. Sur les répertoires, le droit X, il correspond au droit de traverser le répertoire. Donc si je n'ai pas le droit X sur un répertoire, je ne peux rien faire dans ce répertoire. Donc l'utilisateur Apache, il faut qu'il ait le droit X sur mon répertoire personnel. Public HTML doit aussi être autorisé en exécution pour tout le monde, donc pour other. Et puis tous les fichiers étoile.html qui sont les fichiers de ma page web doivent être autorisés en lecture pour les autres. Après, on peut faire un truc rigolo, c'est qu'on peut s'amuser à faire chmod go-r sur /public HTML. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Déjà, go-r, ça supprime le droit R pour groupe et other. Donc, je supprime le droit en lecture sur public HTML. Alors, intuitivement, on pourrait se dire, si j'ai pas le droit en lecture sur un répertoire, je ne peux pas accéder à son contenu. Ce n'est pas le cas sous Unix. Le droit d'accéder au contenu, c'est le droit X sur un répertoire. Le droit R, il correspond à la permission de lister le répertoire. Donc ce que je fais avec ce chmod go-r, c'est que je vais interdire aux utilisateurs de faire un ls dans public HTML. C'est une sécurité faible, c'est pas terrible. Si on a une meilleure solution, il vaut mieux utiliser une meilleure solution. Mais si j'ai d'autres utilisateurs qui peuvent accéder à ce public HTML,
avec ce système de chmod GO-R sur public HTML, je leur interdis de faire un ls dans mon public HTML, donc ils peuvent beaucoup plus difficilement venir fouiner sur mon compte. Autre exemple, les mots de passe doivent être protégés. Par contre, la commande password doit permettre de lire et de modifier le mot de passe. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on aura le fichier etc shadow qui va être en lecture uniquement pour son propriétaire root. La commande usrbin passwd, il faut qu'elle tourne en tant qu'administrateur. Donc quand je la lance en tant qu'utilisateur non privilégié, il faut qu'elle se transforme en une commande privilégiée qui appartient à root. Donc pour ça, première chose, le fichier etcbin passwd, il va appartenir à root. Il est autorisé en exécution pour tous. Et surtout, il a un bit setuid qui est positionné à 1, donc qui est actif. Le bit setuid, il permet de dire, cette commande, quand je la lance, elle va se lancer en tant que l'utilisateur auquel appartient le fichier. Donc si je suis l'utilisateur moi et que je lance la commande /usr/bin/passwd, je vais lancer un processus qui appartiendra à root, qui du coup aura le droit de lire et d'écrire dans le fichier /etc/shadow. Voilà. Globalement, donc, les droits permettent de protéger le système, et par contre on peut quand même déléguer certains droits à certaines commandes, par exemple avec ce fameux bit setuid. Le système de droits n'est malheureusement pas suffisant pour tous les cas d'utilisation. J'ai déjà parlé d'ACL pour le système LDAP. En fait, les ACL, on peut les utiliser sur n'importe quel fichier sur un disque dur. Alors, les limitations du système de droits que je vous ai montré, on peut donner des droits à user, group et other. On ne peut pas avoir de droits négatifs. Si j'ai envie de dire, moi j'ai envie de donner les droits à tous les utilisateurs sauf aux étudiants, ça je peux pas, sauf si je crée un groupe spécifiquement qui contient tous les utilisateurs sauf les étudiants. A l'inverse, si vous avez déjà configuré un serveur web avec Apache par exemple, vous avez des directives allow et deny et vous pouvez dire j'autorise ces fichiers-là à tout le monde, sauf à ces utilisateurs-là. Donc par exemple, si vous avez quelqu'un qui vous embête, vous pouvez bannir son adresse IP de votre site web, tout en donnant accès à tout le reste. Une autre limitation, c'est qu'on n'a que 3 types de personnes. On a l'utilisateur propriétaire, le groupe propriétaire et les autres. Et donc quand on veut gérer des choses un petit peu fines, c'est très compliqué. Par exemple, si vous avez envie de créer des choses équipe par équipe en TP, si je vous demande de faire un TP en binôme, vous auriez envie de dire je donne les droits à mon binôme mais pas aux autres. Malheureusement, vous n'avez pas de groupe Unix qui correspond à votre binôme, vous n'avez que vous, le reste du monde, et vous ne pouvez pas dire je donne les droits à tel utilisateur spécifiquement. Avec les ACL, on peut justement. Et puis il y a la question aussi, quand un utilisateur crée un fichier, à quel groupe appartient-il? Il y a un groupe par défaut, et quand un utilisateur crée un fichier, le fichier appartient à ce groupe-là, mais c'est pas toujours ça qu'on veut, et on aimerait bien pouvoir dire quand je crée un fichier dans tel répertoire, il appartient à tel groupe, quand je crée un fichier dans un autre répertoire, il appartient à un autre groupe. Et donc la solution à tout ça, c'est d'associer à chaque objet non pas un droit user, group, other, mais d'associer une liste de droits, ou de 2 nids de droits. On peut supprimer des droits dans une ACL. Et donc ça, c'est le principe des Access Control List, ou ACL. On va détailler un peu ici. Donc une ACL, c'est une liste d'ACE, donc une liste d'entrées. Et chaque entrée dans notre ACL va donner des droits positifs ou négatifs. Donc un ACE, c'est un droit particulier, lecture, écriture, contrôle total, changer les droits, etc. On donne l'utilisateur ou le groupe auquel ça s'applique. On donne un objet sur lequel ça s'applique, un fichier typiquement. Et puis on va avoir un booléen qui dit si on rajoute ou si on supprime ce droit, allow ou deny. On va définir un ordre de lecture, et donc la liste, on va la parcourir dans l'ordre. On va partir du principe qu'on n'a pas les droits, par exemple, puis ensuite on va rajouter un certain droit, on va en enlever un si on est dans une certaine configuration, et ainsi de suite. Et quand on arrive à la fin de la liste, on décide si l'utilisateur a effectivement le droit ou pas d'accéder à tout ça. Donc sous Windows, on a toujours eu un système d'ACL sous la lignée des Windows NT, avec le système de fichiers NTFS. Sous macOS 10, on l'a aussi.
Sous Linux, on a un système d'ACL qui n'est pas activé depuis si longtemps que ça. Il n'y a que quelques années que le système d'ACL est activé par défaut sur la plupart des distributions. On a des commandes setf ACL et getf ACL qui ne sont pas très utilisées en pratique de mon expérience, qui sont malheureusement pas extrêmement pratiques à utiliser. Un autre exemple d'ACL que j'ai déjà donné, c'est le système LDAP. Les firewalls marchent en général par système d'ACL. Vous allez avoir un paquet qui arrive sur votre machine et vous allez appliquer une liste de règles pour décider si vous acceptez ou si vous rejetez ce paquet, et ainsi de suite. Les forums, les blogs, etc. ont souvent des systèmes d'ACL où vous allez pouvoir dire cet article il est autorisé en lecture par tout le monde, en écriture par un tel et un tel, mais je bannis tel utilisateur parce que cet utilisateur a fait du vandalisme dessus, etc. On va pouvoir passer à la partie sur les services et l'outil systemd en particulier qui est très utilisé sous Linux, sur les distributions modernes. Un service, c'est un programme comme un autre. Simplement, c'est un programme qui est lancé sans intervention directe de l'utilisateur. En général, c'est un programme qui est lancé au démarrage de la machine. Donc, on allume la machine et même si on ne lance rien, le service va être lancé. Alors, le lancement d'un programme, il peut se faire de plusieurs manières. Le programme, il peut être lancé par un utilisateur, en ligne de commande, graphiquement, etc. Il peut être lancé au démarrage de la machine, c'est l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, et ce sera le cas par exemple pour un serveur web. On n'a pas envie quand on allume un serveur qui fait office de serveur web de devoir lancer quelque chose. On a juste envie d'appuyer sur le bouton qui démarre et qui fasse serveur web. Ou bien on peut avoir envie de lancer des programmes suite à un événement. Donc, par exemple, si vous branchez une clé USB sur votre ordinateur, vous pouvez avoir envie d'avoir un programme qui se lance, qui va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire avec cette clé USB et lancer par exemple le navigateur de fichiers. Donc, lancer un programme par un utilisateur, ça vous connaissez. Vous savez faire en shell graphique ou pas, c'est-à-dire en ligne de commande ou bien dans votre environnement de bureau. Lancer un logiciel au démarrage de la machine, vous ne savez pas forcément faire aujourd'hui. Il va falloir écrire quelque part dans un fichier de configuration quels sont les logiciels qui sont lancés. On peut avoir envie de lancer des choses suite à un événement, par exemple une connexion réseau reçue sur un port, branchement d'un périphérique, ou quand j'appuie sur le bouton on-off de mon PC, je peux avoir envie que le PC s'éteigne ou bien qu'il se mette en veille. Et il va falloir écrire quelque part, configurer quelles actions sont réalisées suite à quel événement. Donc pour les cas 2 et 3, historiquement, sous Linux, on avait tendance à avoir un outil par type de logiciel à lancer. Donc on avait l'outil System 5 init qui s'occupait des logiciels qui démarraient au démarrage de la machine. Quand on recevait une connexion réseau, on avait l'outil inetd comme Internet Daemon qui s'occupait de réagir à une réception de connexion réseau. Pour le branchement d'un périphérique, on a l'outil udevd qui s'occupe de tout ça. La tendance aujourd'hui, c'est d'avoir un outil qui va s'occuper de l'ensemble. L'inconvénient, c'est que c'est une approche un peu plus monolithique. L'avantage, par contre, c'est qu'on a une approche unifiée qui permet de gérer tous les services avec le même outil, avec les mêmes fichiers de configuration. Donc l'outil qui est adopté depuis quelques années par la majorité des distributions Linux, c'est l'outil qui s'appelle systemd, qui est adopté par Red Hat, Debian, Ubuntu, etc. Donc avec systemd, on va avoir un certain nombre de fichiers de configuration. Vous avez les fichiers qui sont dans /etc/systemd. Là-dedans, on a un sous-répertoire système dans lequel on va avoir différents sous-répertoires par catégorie de service. Et puis, les fichiers correspondant à un service vont avoir un nom qui est le nom du service, .service. On va avoir l'extension du fichier .service. Ça va décrire un service. Par exemple, si on a un serveur web, on peut avoir un service qui correspond au serveur web. Le serveur SSH qui s'occupe de recevoir les connexions SSH, on va avoir un service SSHD qui va s'occuper de recevoir les connexions SSH. On peut grouper un ensemble de services dans ce qu'on appelle une cible, donc un target ici dans la terminologie systemd. Et pour décrire un target, on va avoir un nom de cible .target. Donc par exemple, multi-user.target, c'est le fichier qui décrit tous les services qui doivent être démarrés quand on est en mode multi-utilisateur. Si on a envie de démarrer en mode graphique, avec l'invite qui va nous demander notre login, notre mot de passe, on a un ensemble de services qui vont gérer ça. On va avoir un service en particulier qui va s'occuper de nous demander notre mot de passe quand aucun utilisateur n'est logué. Ça, c'était pour les fichiers de configuration. Pour les commandes, on a une commande qui s'appelle systemctl, donc comme systemd control, qui permet de contrôler systemd. Pour lancer un service, on a une commande start et ensuite on va écrire le nom du service .service. Pour arrêter un service, la même chose avec la commande stop, et puis on peut interroger un service pour savoir s'il est lancé, savoir si tout se passe bien avec la commande status. Donc par exemple, on peut prendre le serveur Web Nginx qui est très utilisé aujourd'hui parce qu'il est très efficace
C'est un des concurrents pour des utilisations un petit peu différentes du serveur web Apache, ou Apache si vous préférez. Pour lancer Nginx, on a décrit un fichier de configuration qui s'appelle nginx.service et qui contient d'abord une description de notre service. Donc on a une petite description en langue naturelle qui nous dit que c'est un serveur web à haute performance. Et puis le moment où il va avoir le droit d'être lancé. Et pour cet outil Nginx, c'est un serveur web, donc il a besoin du réseau. Donc ça n'a pas de sens de le lancer si le réseau n'est pas lancé, et ça risque de poser problème si on le lance avant le réseau. Donc on dit explicitement ici qu'il faut d'abord lancer le réseau, et une fois qu'on aura lancé le réseau, on pourra s'occuper de lancer Nginx. Comment est-ce qu'on fait pour le lancer et pour l'arrêter? On a deux petites configurations ici, exec_start et exec_stop, qui nous permettent de dire quelle commande va être lancée pour démarrer ou pour arrêter Nginx. Alors tout ça c'est bien gentil, mais c'était le cas où tout marchait bien. Donc ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de regarder les cas où tout marche mal et où on cherche à débugger les choses. On passe à la partie outils de diagnostic. Donc résolution de problème, tout programme non trivial possède au moins un bug, ça c'est un corollaire bien connu de la loi de Murphy. Donc il nous faut des outils pour savoir trouver et corriger les problèmes. Ça peut être des problèmes dans vos logiciels quand vous êtes développeur, mais ça peut être aussi des problèmes qu'on va avoir, même si c'est un logiciel qui n'est pas buggé, on peut avoir un problème parce qu'on l'a mal utilisé, on cherche à comprendre d'où vient le problème. Les systèmes donnent pas mal d'informations et en général vous avez plein de manières de trouver des solutions, par contre il faut savoir où chercher. Donc là où on peut les chercher, c'est dans l'historique des événements du système, ce qu'on appelle les logs ou les journaux dans le jargon. On peut lancer des services en mode debug pour avoir plus ou moins d'informations, en particulier pour avoir plus d'informations quand les infos par défaut ne suffisent pas. On peut avoir des utilitaires spécifiques pour aller chercher des choses. Donc premier endroit où aller chercher de l'information, les logs, l'historique des événements. On a parlé des services tout à l'heure, on va prendre l'exemple d'un serveur web. Vous allumez votre machine, il y a un serveur web qui tourne dessus. Vous n'avez pas d'interface directement qui vous permet de regarder ce qui se passe sur votre serveur web, puisque ce n'est pas vous qui l'avez lancé. Le serveur web il tourne en tâche de fond, il tourne quelque part, mais vous n'avez pas d'accès directement à sa sortie standard. Par contre, le serveur web il va quand même écrire, il va raconter tout ce qu'il fait, et donc il va écrire ça à un endroit qui s'appelle /var/log dans le système de fichiers. /var comme variable, parce que c'est l'endroit où on met les fichiers qui bougent au fur et à mesure de l'exécution du système. Et puis log comme journaux en anglais. On a ce fichier var_log_message qui contient la plupart des informations de log sur l'ensemble du système globalement. Si on s'intéresse à un serveur web, on peut aller voir dans /var/log/httpd ou bien /var/log/apache2. Et puis avec donc étoile parce qu'il y en a plusieurs derrière, il y a le fichier d'accès, le fichier d'erreur, etc. Donc on peut voir tout ce qui se passe à chaque accès à notre serveur web. Le serveur graphique va avoir un fichier /var/log/xorg0.log. Le petit 0 ici veut dire que c'est le fichier courant, et puis ensuite on va avoir .1 pour le fichier d'hier, .2 pour le fichier d'avant-hier, et ainsi de suite. Très souvent, quand on regarde les fichiers de log, on a envie de regarder les dernières infos qui arrivent dans le fichier de log. Pour ça, on a une commande qui s'appelle tail qui nous permet de regarder la fin du fichier. Puis tail-f qui nous permet de suivre l'avancée du fichier. Donc tail-f var_log apache2 error.log, ça va nous montrer au fur et à mesure que les erreurs arrivent, on va voir défiler sur notre écran en temps réel les erreurs qui arrivent. La plupart des services ont une notion de niveau de log qui permet d'augmenter ou de réduire le nombre d'informations qui est disponible. Donc ça va être spécifique à chaque logiciel. On va pouvoir dire qu'on met juste le niveau information ou on met le niveau debug, etc. Alors en général, au niveau des messages d'erreur, quand on a un service qui est lancé en tâche de fond, il va écrire ces messages d'erreur dans un fichier de log, mais on peut aussi avoir envie de lancer notre serveur en avant-plan et donc de voir directement les erreurs qui s'affichent dans la console. Donc par exemple, si vous voulez lancer le serveur DHCP, par défaut il va se lancer en mode démon et il va se détacher de la console, vous n'allez rien voir à ce qui se passe. Par contre, on peut le lancer en avant-plan avec l'option -f. Pareil pour le serveur HTTPD d'Apache. Si on lance HTTPD-X, on va avoir notre Apache qui va se mettre en avant-plan. Pareil pour le serveur LDAP slabd, etc., etc. Donc ça permet de voir les choses qui s'affichent directement sur le terminal, et puis ça permet aussi de les lancer dans un debugger, par exemple, ce qui serait plus compliqué si on était en mode démon.
En parlant de debugger, donc vous connaissez a priori les outils de debug puisque vous les avez utilisés sur vos logiciels perso. Le système de debug classique sous Linux, c'est celui qui s'appelle GDB. GDB, c'est un outil en ligne de commande qui n'est pas forcément super convivial à utiliser, donc on peut lui préférer des interfaces graphiques. On a DDD qui est un truc un peu vieux mais qui marche très bien, et puis KGDB qui est un truc un peu plus moderne. Intégrer KDE comme le cas peut l'indiquer. Si on veut débugger un script shell, le script shell par défaut on va le lancer avec la commande sh. Si on le lance avec la commande sh avec l'option "-x", on va afficher les commandes avant de les exécuter. Je vais vous faire une petite démo ici. Donc ici je me suis préparé un script, mon script. On regarde, c'est juste un script qui dit bonjour, qui dit au revoir. Je peux l'exécuter avec mon script, il me dit bonjour et il me dit au revoir. En réalité, quand je l'ai lancé comme ça avec // mon script, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé le shellbang au début et il a vu qu'il fallait lancer ça avec bin.sh, donc pareil que sh. Donc ça fait pareil que d'écrire sh mon script, qui fait effectivement pareil. Par contre, si je rajoute l'option "-x ici, là, ce qui va se passer, c'est que mon shell va m'afficher, juste avant d'exécuter chaque commande, il va me dire que la commande est exécutée, y compris si c'est une commande qui n'affiche rien ou simplement une affectation de variable comme on l'a ici. Et donc ça nous permet de savoir, le bonjour par exemple ici, je peux savoir qu'il vient de la commande echo bonjour. Et donc ça nous donne un outil de debug assez basique, mais finalement très efficace. On peut aussi attraper le trafic qui passe sur le réseau. On a des commandes comme tcpdump ou Wireshark que vous avez probablement déjà utilisé en TP de réseau d'ailleurs pour faire ce genre de choses. La commande strace, qui est une commande très très puissante, strace, ça vous permet d'afficher tous les appels système que fait un programme. Les appels système, c'est la communication entre le programme et le noyau. Donc je vais vous donner un petit exemple ici. On a la commande ls qui va afficher des choses. Si je tape strace ls, ça va relancer la commande ls, mais en loguant tous les appels système qui sont faits par la commande ls. Alors il y en a beaucoup, il y en a un sacré paquet ici qu'on peut regarder. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'envoyer ça dans grep. Si je veux regarder tout ce que fait la commande ls sur mon script, je peux faire un strace ls pipe grep mon script. Alors ici, je vois que la commande ls, elle a affiché mon script sur la sortie standard. La sortie standard, c'est le descripteur de fichier numéro 1. Et donc, on voit qu'il a affiché mon script. Je peux aussi relancer ça avec ls-l qui va afficher un petit peu plus d'informations. Et là, on peut voir que la commande strace, elle a été obligée d'exécuter la commande lstat. Donc l'appel système lstat qui va permettre de récupérer des infos sur mon script, savoir s'il est exécutable, savoir quelles sont ses permissions, etc. Et puis récupérer les attributs étendus pour afficher un petit peu plus de choses, savoir s'il y a des ACL par exemple, comme on l'a vu au chapitre précédent. Donc la commande strace, elle est très puissante pour savoir en particulier quels sont les fichiers qui sont touchés par un programme. Quand vous vous demandez ce programme, il marche dans une circonstance, il ne marche pas dans l'autre, regardez les fichiers qui sont accédés par le programme, et avec un peu de chance, vous allez tomber sur un fichier de configuration suspecte ou quelque chose comme ça. Ltrace, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de loguer les appels système, on va loguer les appels à une bibliothèque. On va le refaire ici sur notre commande ls. Ltrace, sur la commande ls. Il se passe encore pas mal de choses ici. On va voir les appels système, puisque les appels système en général ils passent par la libc, et donc on va voir les appels à la libc qui passent avant les appels système. Mais on voit aussi des tas de choses comme getenv ici, où on peut voir des strlen ou des memcpy qui sont des appels à la libc. Donc ça donne quelque chose de très très verbeux. De mon expérience, c'est moins utile que strace, mais ça reste quand même un outil très puissant. Évidemment, quand on veut faire ce genre de debug, il va falloir stopper tous les outils de sécurité, firewall, etc. qui vont vous gêner pour faire de l'analyse de trafic si vous utilisez tcpdump ou Wireshark. Stopper les services de cache, puisqu'en général, quand vous avez un problème, il peut être dans votre cache. Et puis regardez par contre inversement quelles sont les options de sécurité par défaut. Il est tout à fait possible que vous ayez un programme qui ne marche pas à cause de règles de sécurité qui interdisent au programme de fonctionner. On va maintenant passer à la partie installation. Donc on va distinguer l'installation du système et puis l'installation des logiciels avec ce qu'on va appeler le système de gestion de paquets.
Installer un logiciel, ça signifie plein de choses. Il faut évidemment, un logiciel, ça contient des fichiers exécutables, il va falloir les recopier sur la machine sur laquelle on va installer le logiciel. Il faut installer des bibliothèques qui peuvent être internes au logiciel ou qui peuvent être partagées avec d'autres logiciels. Donc si elles sont partagées, on va appeler ça des dépendances, puisqu'on va dire qu'on a une bibliothèque qui ne fait pas partie du système, du logiciel, mais dont on a besoin quand même. Il va falloir adapter la configuration du logiciel à la machine sur laquelle on l'installe, et se souvenir de tout ça et stocker la configuration quelque part. Donc comme j'ai dit, on va faire la distinction entre l'installation du système d'un côté et puis des logiciels de base, des logiciels sans lesquels le système ne peut pas fonctionner, et puis l'installation d'un logiciel en particulier. La notion de bibliothèque, donc vous avez déjà utilisé des bibliothèques, vous avez déjà utilisé, à partir du moment où vous codez en C ou en C++, vous utilisez la bibliothèque C standard et la bibliothèque C++ standard. Et puis vous avez sans doute déjà utilisé d'autres bibliothèques. Une bibliothèque, c'est un ensemble de fonctions, donc un ensemble de fonctions avec leur code exécutable. Et les bibliothèques, elles peuvent être partagées entre plusieurs logiciels. Et donc on peut avoir un binaire exécutable qui va pointer vers plusieurs bibliothèques. Et le principe, c'est que les bibliothèques peuvent être partagées entre plusieurs logiciels. Donc du coup, un logiciel qui utilise une bibliothèque dépend des fichiers de la bibliothèque. Alors ça pose tout un tas de soucis, ça veut dire qu'il faut, au moment du développement de l'application, il faut qu'on ait les fichiers .h pour pouvoir utiliser /include dans votre fichier C par exemple, et pour pouvoir utiliser l'option "-i" de GCC. Et puis il faut les fichiers de code exécutable, donc pour pouvoir utiliser l'option "-l", "-l", donc l'option "-l", elle permet de dire à GCC où se trouvent les bibliothèques. Et l'option "-l", elle permet de dire quelle bibliothèque on utilise. Donc ici, on utilise par exemple la bibliothèque pthread qui sert à faire des threads et la bibliothèque m comme math. Quand on fera des mises à jour, quand on fait une installation, il va falloir suivre les dépendances. Donc si un logiciel dépend d'une bibliothèque, il va falloir installer la bibliothèque aussi. Et quand on fait des mises à jour, évidemment, il va falloir mettre à jour le logiciel et ses dépendances également. Petit exemple avec les bibliothèques, on a une bibliothèque libx11 qui permet l'accès à l'interface graphique, donc c'est ce qui permet d'afficher des choses à l'écran. Mais c'est une bibliothèque qui est un peu vieillotte, qui n'est pas très pratique à utiliser, et donc des gens ont développé une autre bibliothèque qui s'appelle GTK. Donc on a libgtk, qui fournit des constructions de plus haut niveau par rapport à libx11, et ensuite on a des logiciels qui vont utiliser tout ça. Donc par exemple comme éditeur de texte, moi j'utilise l'éditeur de texte Emacs, peut-être que certains d'entre vous utilisent l'éditeur de texte Genie. Ce sont des exécutables qui utilisent tous les deux la bibliothèque libgtk, qui elle-même dépend de libx11. Par contre, on a un autre petit outil, Xclock, c'est juste une petite horloge toute simple, qui elle est très simple et qui a été écrite en utilisant libx11 directement, sans utiliser libgtk. Donc, si j'installe Emacs, il va falloir que j'installe impérativement libx11 et libgtk, puisque Emacs dépend de libgtk, qui dépend de libx11. Par contre, si je demande à installer Xclock, je vais installer seulement la libx11 et je ne vais pas installer libgtk. Et par contre, je peux tout à fait installer Emacs et Xclock et le Genie, et je ne vais installer qu'un seul exemplaire de libx11 et de libgtk. Donc on va passer maintenant à la première installation du système. Donc pour installer un système, on peut utiliser l'option de base pour installer un système, c'est d'utiliser un CD ou une clé USB ou un DVD. À ce moment-là, vous allez avoir un système préconfiguré, que ce soit un Windows ou un macOS, ou un système qui est relativement simple à installer. Si vous faites une installation de Linux à partir d'un CD, vous avez à répondre à quelques questions. Mais tant que vous n'avez pas de problème de support matériel, tout se passe assez bien. Donc ça c'est pratique quand on installe une machine une fois de temps en temps, quand on est un administrateur système qui doit gérer un parc de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de machines. En général, on a envie de faire l'installation une première fois, une bonne fois pour toutes, et puis de le recopier. Donc il y a pas mal de systèmes qui sont basés sur des principes d'image disque où on va cloner l'image d'un disque d'une machine et on va la répliquer sur plusieurs autres machines. Donc ça c'est très efficace. Par contre c'est assez spécifique puisque quand on recopie exactement une configuration d'une machine à une autre, ça ne marche pas toujours. Typiquement, si on a installé sur une machine avec certains matériels, il faudra peut-être des adaptations pour gérer les drivers d'un autre matériel, etc. Par contre, c'est un système qui est largement de retour avec la virtualisation, puisque le principe de la virtualisation, c'est qu'on peut virtuellement créer plein de machines virtuelles qui vont exposer le même matériel
à l'utilisateur. Donc une fois qu'on a installé quelque chose dans une machine virtuelle, c'est très facile de cloner une machine virtuelle et d'en instancier plein. Vous avez évidemment un exemple de ça avec les TP qu'on a fait. Je ne me suis pas amusé à vous installer 123 machines virtuelles en faisant clic, clic, clic dans un installeur. Je suis parti d'une image de machine virtuelle et je l'ai instanciée 123 fois. Ce que j'ai fait en pratique en faisant une séquence de clics dans une interface web et en cliquant sur 123 à un endroit dans un champ texte pour dire que je le voulais en 123 exemplaires. On a aussi des systèmes d'installation automatique. Donc par exemple, Red Hat et Fedora proposent le système Kickstart. Sous Debian, qui est une autre distribution Linux, on a le système Preceding qui vous permettent de définir dans un fichier de configuration ce que vous voulez installer sur votre machine et ensuite le système va s'occuper d'installer ça quand vous demandez une installation. Sous Windows, on a un équivalent qui est WDS comme Windows Deployment Service et qui vous permet pareil de configurer ce que vous voulez installer sur la machine et de l'installer sur un grand nombre de machines si besoin. L'installation automatique, en général, on va la faire par le réseau. Donc le principe, ça va être simplement, vous achetez une nouvelle machine, vous avez envie de l'installer, vous allez booter sur le réseau. Et si vous avez un serveur d'installation qui se trouve sur votre réseau local, votre machine va vous proposer d'installer les systèmes qui sont configurés sur ce serveur. Donc booter sur le réseau, ça va être via le protocole PXE. Le principe, c'est qu'on a notre machine ici. La première chose que fait la machine, c'est qu'elle envoie sur le réseau local un DHCP Discover. En gros, elle se réveille, elle demande « Qui suis-je ? Qu'est-ce que je dois faire ?» Vous avez un serveur DHCP qui est prévu pour répondre à ces questions-là et qui va lui répondre avec un DHCP Offer qui va lui dire « Tu es la machine dont l'adresse IP est un tel et ce que tu dois faire, c'est de télécharger une image qui se trouve à tel endroit. » Donc la troisième étape, ça va être de télécharger à travers un protocole qui s'appelle TFTP comme Trivial FTP. Donc c'est une espèce de mini protocole FTP qui permet de récupérer une toute petite image. Et du coup, on va pouvoir démarrer sur cette image. L'image n'est pas encore installée, mais c'est une image qui contient suffisamment de choses pour pouvoir gérer le disque dur, pour pouvoir gérer les appels au réseau, etc. Et à partir de ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller récupérer la vraie distribution qu'on va chercher et qu'on peut aller chercher sur Internet ou sur un miroir local, sur notre réseau local. Et donc notre petit système ici va récupérer un script d'installation, des packages, et va pouvoir installer l'ensemble du système. Voilà, donc ici on a un petit système de comparaison des outils d'installation automatique. Donc Kickstart, Preceding, qui sont les outils d'installation du monde Linux. Ici on fait du partage de fichiers à travers les protocoles NFS, HTTP et FTP. On configure tout ça avec un fichier. Et puis vous pouvez booter soit via un Linux sur un CD, soit booter directement sur le réseau via PXE. Côté Windows, on a à peu près la même chose, simplement les protocoles sont différents, donc le protocole de partage de fichiers sous Windows, ce sera plutôt le protocole SMB, et tout ça c'est prévu pour installer Windows. Donc les intérêts de ce système d'installation, c'est que c'est une vraie installation, on n'est pas juste en train de faire un clone d'un système d'exploitation, donc l'installation va s'occuper de détecter le matériel et d'installer tout ce qu'il faut pour gérer le matériel. Ça permet plusieurs scénarios différents, par contre ça reste complètement automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intervention autre que de lancer l'installation au départ. Les inconvénients, c'est que c'est quand même relativement long, ça permet d'installer que le système de base en général, et c'est relativement limité en termes de configuration. Le principe, c'est que ces systèmes, on va les utiliser uniquement pour un système très très minimaliste qui permet juste de gérer le matériel de la machine, et en général, on va utiliser un système de provisioning ensuite pour pouvoir remplir notre machine avec les logiciels dont on a besoin. Donc ça, il existe des logiciels qui facilitent ces configurations-là. On peut faire de la configuration automatique des différents serveurs, type DHCP, TFTP, HTTP, etc. On peut avoir plusieurs images système disponibles et on peut gérer donc ce qu'on appelle les modèles de provisioning. À distance, on a le choix entre installer le démarrage normal et la récupération, c'est-à-dire quand vous bootez sur un système comme ça, on vous propose soit d'installer le système, soit de démarrer normalement sur votre système minimaliste, etc. Donc des systèmes de provisioning, vous en avez plusieurs. Il y en a qui s'appellent Foreman, Intercafé ou WDS, qui est aussi un système de provisioning, et vous permettent la gestion de parcs de serveurs ou de parcs de machines clientes ou de clusters de serveurs, etc.
Donc tout ça, ça peut marcher soit sur des machines physiques, soit sur des machines virtuelles. C'est particulièrement important avec les machines virtuelles parce qu'en général, les machines virtuelles, on en a beaucoup. Typiquement, à l'époque où il fallait acheter des serveurs physiques à chaque fois qu'on voulait faire quelque chose, on avait tendance à mettre plusieurs services sur la même machine physique. Aujourd'hui, on a tendance à mettre un service par VM et donc à instancier énormément de machines virtuelles différentes. Donc pour gérer cet ensemble de machines, on a besoin d'outils de supervision et d'orchestration. On va passer maintenant à l'installation des logiciels à proprement parler. Donc ça, c'est la partie que vous allez le plus pratiquer en TP. Donc pourquoi on fait la différence entre installer un logiciel et installer le système de base de la machine? Au final, ça se ressemble pas mal, mais on a tendance à séparer les deux parce qu'on peut installer le même logiciel sur plusieurs systèmes. Donc on a tout à fait envie d'avoir un système d'installation qui nous permette d'installer un logiciel sur plusieurs versions légèrement différentes du système de base. Et inversement, le système de base, on a intérêt à avoir des choses qui sont adaptées à la machine, donc avoir un système de base un peu différent selon les machines physiques sur lesquelles on installe. Donc il y a des systèmes de scripts d'installation automatique. Il n'y a pas de standard général par contre pour tout ça. Par contre, en général, quand on installe un logiciel, l'installation est plutôt plus simple que l'installation du système lui-même, parce qu'on copie pas mal de fichiers, mais on configure assez peu de choses. Si je vous dis installer VS Code, installer Geany, installer Firefox sur votre machine, l'utilisateur pourra avoir envie de se configurer son Firefox. Par contre, en tant qu'administrateur, on installe Firefox, on n'a pas grand-chose à configurer. Par contre, après, une fois qu'on a installé des choses, on a envie de pouvoir faire des mises à jour. Si on a installé des dizaines ou des centaines de logiciels sur une machine, on veut pouvoir faire les mises à jour en une commande. Et puis on veut pouvoir rajouter, supprimer des logiciels assez facilement. En général, l'éditeur du logiciel vous fournit un programme d'installation. Par contre, le fait de faire des mises à jour, le fait de pouvoir supprimer proprement un logiciel, c'est pas toujours fourni dans les logiciels d'installation, dans les systèmes d'installation des logiciels qu'on peut acheter. Donc un système assez propre pour gérer tout ça, c'est le système de paquets. Donc le système de paquets, le principe c'est qu'un paquet, ça va être une archive. Ça peut être une archive ou un fichier zip ou un format ou un fichier .tar.gz. En général, on lui donne une autre extension, mais ça revient à peu près au même. Et cette archive, elle va contenir les fichiers à copier sur le système, la configuration de ces logiciels, et puis des scripts qui vont être exécutés au moment de l'installation ou de la désinstallation du logiciel. Donc, je prends un petit exemple, un serveur web par exemple, en général, on va avoir un utilisateur qui va servir à faire tourner ce serveur web. Donc on aura un script d'installation qui va créer l'utilisateur, et un script de désinstallation qui va détruire l'utilisateur si on n'en a plus besoin. On peut avoir un système de dépendance, donc un paquet peut dire « moi je suis le paquet de tel logiciel mais je dépends de tel autre paquet » et du coup quand on installe le premier paquet, ça va automatiquement demander à installer le deuxième. Et donc l'intérêt de ce système de paquets, c'est qu'on a un système centralisé pour tous les paquets de notre système qui se souvient de qu'est-ce qui a été installé et qui se souvient de comment on le désinstalle. Donc tout ça, ça permet d'automatiser énormément de choses. Ça permet en particulier d'automatiser la gestion des dépendances. Plutôt que d'installer un logiciel, d'essayer de le lancer, que ça nous dise « Ah bah non, il manque une dépendance », on installe la dépendance, on le relance, ça nous dit « Ah bah il manque une autre dépendance », etc. On va juste demander à installer le paquet, et puis ça va être le système qui va mouliner un peu, qui dit bah, pour installer ce paquet-là, j'ai besoin de plein d'autres choses. Et donc c'est le système qui va installer tout ça. Les inconvénients, l'éditeur du logiciel ne fournit pas nécessairement de paquet, donc avec un peu de chance, quand vous installez un logiciel, il est fourni par votre distribution, et vous avez un paquet qui est fourni par votre distribution pour ce logiciel, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Certains logiciels ont leur propre système de paquets. Par exemple, si vous programmez en langage Python, vous avez un système de paquets qui s'appelle PIP, Python Install Protocol, qui vous permet d'installer des morceaux de logiciels, des bibliothèques ou des logiciels écrits en Python sur votre machine avec une commande qui est spécifique à Python. On a la même chose en Perl, en MATLAB, en R, etc. Il y a des cas un petit peu particuliers pour les distribs comme Gentoo, Funtoo, Arch Linux, qui sont des distributions pour lesquelles les paquets, en fait, c'est des petits fichiers de configuration qui vont vous décrire comment on installe le système, comment on installe le logiciel. Et en fait, ce que va faire l'installeur, c'est qu'il va compiler le logiciel pour vous. Donc, il va le compiler spécifique pour votre machine.
Donc les deux systèmes de paquets principaux des grandes distributions Linux, ça va être les paquets RPM, comme Red Hat Package Manager, donc qui sont utilisés par la distribution Red Hat, la distribution Fedora, qui est une distribution qui est la distribution communautaire sur laquelle est basée Red Hat, SUSE, Mandrake, alors Mandrake qui n'existe plus depuis un moment d'ailleurs. Et de l'autre côté, on a les fichiers .deb, comme Debian, qui sont utilisés par Debian et par Ubuntu, qui est une distribution qui est basée sur Debian. Dans les deux cas, un paquet va contenir soit les sources, soit les fichiers compilés du logiciel, un patch qui va correspondre à la différence entre le logiciel lui-même et le logiciel tel qu'il a été packagé par la distribution, des scripts, donc dans un package source on va avoir des scripts pour compiler, et puis dans un package binaire on va avoir juste des scripts de pré-post-installation et des installations. On va avoir la liste des fichiers installés. Et donc ce que j'ai commencé à vous dire, c'est qu'on a deux types de paquets, les paquets sources et les paquets binaires. Les paquets sources, ils sont utilisés plutôt par les développeurs pour expliquer comment on compile le logiciel, et les paquets binaires, c'est ceux que vous allez télécharger et installer sur votre machine. Donc on crée un paquet binaire en compilant le logiciel. Les dépendances, on peut soit les donner à la main, soit les calculer automatiquement. Alors c'est pas toujours aussi bien fait quand c'est calculé automatiquement, on peut avoir intérêt à les spécifier manuellement. Mais la liste des bibliothèques dont dépend un logiciel, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut récupérer de manière automatique. C'est des systèmes qui sont très fiables, c'est des systèmes qui sont très portables. Par contre, pour faire un paquet RPM ou un paquet .deb, il faut beaucoup de connaissances sur le logiciel à installer. Alors ça, rassurez-vous, on ne vous demandera pas en TP de faire un package RPM ou .deb, par contre on vous demandera de les installer. Et ça par contre c'est extrêmement simple, ça se fait en général en une commande, on appuie sur Entrée et tout se passe bien. Donc la gestion des paquets, on y reviendra en TP. Par contre, je vais vous donner un petit peu les principes généraux ici. Donc l'intérêt des paquets, c'est d'automatiser l'installation et la désinstallation, évidemment. Ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser des gestionnaires de paquets qui sont capables d'aller chercher les paquets, soit en local sur la machine, soit sur Internet. Et pour ça, on a des systèmes, que ce soit du côté RPM ou que ce soit du côté Debian, qui sont très bien faits, où on va pointer un certain nombre de dépôts. Et ensuite, quand on va demander à installer un logiciel, on va aller chercher la dernière version du logiciel par défaut. On va chercher dans tous les dépôts et on va prendre la version la plus récente. On va la chercher de manière sécurisée, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a pris le contrôle d'un des dépôts, on a envie que le système se rende compte. Ça s'est fait avec un système de signature via le logiciel GPG. On a envie de pouvoir installer des groupes de logiciels. Je peux avoir envie de dire j'installe KDE, et KDE c'est un groupe de logiciels qui contient énormément de logiciels différents. On a envie de pouvoir gérer les mises à jour. Si j'ai installé 100 paquets différents sur ma machine, j'ai envie en une commande de pouvoir demander va chercher dans tous les dépôts s'il y a des versions plus récentes de mes logiciels. Et gérer les dépendances, quand je demande à installer un paquet, on veut que les dépendances soient téléchargées et installées automatiquement. Donc tout ça, ça va nous permettre de déployer des logiciels et de configurer des logiciels, puisque les systèmes de package vous permettent aussi d'avoir un certain nombre de questions qu'on va poser à l'utilisateur, et l'utilisateur va pouvoir donner quelques éléments pour configurer son logiciel. Alors sous Linux, pour la gestion des paquets, on a essentiellement deux catégories de paquets chez les distributions les plus utilisées. Côté Fedora, Red Hat, etc., on a le système RPM. Donc RPM, c'est le système de paquets, et puis DNF qui va être le système qui va permettre de télécharger les paquets. Donc avec la commande RPM, on peut installer un paquet qu'on a déjà téléchargé. Avec la commande DNF, il va suffire de donner le nom du logiciel et le système s'occupera de tout, télécharger, installer, etc. Dans le monde des distributions basées sur Debian, en particulier Ubuntu, on a la commande dpkg qui va permettre d'installer un fichier package de type .deb. Et puis par-dessus ça, on a tout un tas de logiciels qu'on peut brancher comme apt, aptitude, etc. qui vont s'occuper aussi d'aller télécharger, de gérer les dépendances, etc. Donc dans d'autres distributions qui sont techniquement très avancées aussi, mais qui sont moins avancées en termes de nombre d'utilisateurs, on a le système Emerge chez Gentoo et Funtoo ou Pacman chez Arch Linux. Dans tous les cas, ça permet des mises à jour, des installations, un système de dépôt fiable. Par contre, ce n'est pas extrêmement avancé en termes de configuration des logiciels. C'est-à-dire que le package il va être installé pour vous. Par contre, on ne vous pose pas beaucoup de questions, il n'y a pas beaucoup de possibilités de configuration du logiciel.
Sous Debian, le système apt va être configuré avec /etc/apt/sources.list. Ça, c'est un fichier qui va contenir la liste des dépôts vers lesquels on va pointer. La liste des dépôts, c'est la liste des sources de logiciels qu'on va aller récupérer. Et donc, si par exemple je vous donne un nouveau logiciel que j'ai fait moi-même, je peux vous donner un dépôt qui contient mon logiciel. Vous allez avoir une ligne à rajouter dans votre fichier sources.list. Et ensuite, vous allez taper quelques commandes pour mettre à jour et mon logiciel sera disponible. Le fichier /etc/apt/preferences vous permet de configurer vos préférences sur l'utilisation du logiciel apt. Et puis quand on va faire un apt install, le système va télécharger dans /var/cache/apt/archives. Et ici, vous allez avoir vos fichiers .deb qui vont être téléchargés avant d'être installés. On a aussi des gestionnaires de packages dans les applications. Donc je vous ai déjà cité pip pour Python. Si vous utilisez l'éditeur de texte Emacs, vous avez le système Mepla qui est un système de package pour Emacs. On a la même chose dans VS Code, on a la même chose dans la plupart des éditeurs de texte modernes. Pareil en Ruby, pareil en Perl, etc. L'équivalent sous Windows, ce qui s'en rapprocherait le plus, ce serait Windows Update qui permet de faire des mises à jour. Là, vous avez des stratégies de groupe, Active Directory, etc. qui vous permettent de dire ce que vous voulez faire, ce que vous voulez envoyer comme mise à jour en fonction des utilisateurs. Donc là, on n'a pas la puissance des dépôts RPM sur ces systèmes-là, RPM ou DEB d'ailleurs. Donc c'est moins facile de dire je vais rajouter un dépôt pour pouvoir rajouter une source de logiciel. Je ne sais plus pourquoi on a mis un moins ici, mais les mises à jour sont prévues par Windows Update. Et par contre, ici, on a une gestion très fine des logiciels qu'on va installer. Alors, un peu plus de détails sur le système sous Debian. Donc, sous Debian, on a la commande dpkg qui permet d'installer un logiciel. Donc, par exemple, si je vous donne sur une clé USB ou que je vous envoie par mail un fichier .deb, vous pouvez le mettre sur votre disque dur, vous allez taper dpkg -- install de votre fichier .deb, et ça va installer votre package. Alors quand j'étais petit, il n'y avait que ça qui existait et c'était pas pratique du tout. Heureusement, depuis on a inventé apt. Donc les autres commandes, comme les autres commandes de dpkg, donc dpkg-l, ça va lister les paquets déjà installés. Et puis étant donné un paquet qui est déjà installé, une commande qui est très pratique, c'est dpkg list files, le nom du package. Et donc ça va vous lister tous les fichiers qui correspondent au paquet en question. Donc là, on voit bien que le système, il se souvient de quelle installation a été faite et il sait exactement quel fichier appartient à quel package. Et c'est ça qui lui permet ensuite de désinstaller. Quand on va désinstaller, on va simplement lister les fichiers qui appartiennent à un package et on va les supprimer du disque. Donc par-dessus ça, on a le système apt comme Advanced Package Tool, qui est une surcouche à dpkg. Et là, le principe, c'est qu'on va aller chercher dans des dépôts et on va se souvenir de la liste des logiciels qui sont disponibles et de l'endroit où on peut les télécharger. Les commandes disponibles ici, on a apt update qui vous permet de télécharger non pas les paquets mais la liste des paquets disponibles depuis les dépôts. Et donc une fois que vous avez fait apt update, vous avez cette liste en local et vous pouvez par exemple chercher dans cette liste avec apt search. Donc là vous allez apt search VS Code par exemple, ça va chercher si le package VS Code si un paquet contient la chaîne VS Code quelque part. apt policy va vous permettre de voir les différentes versions disponibles ou installées d'un paquet. apt install va télécharger puis installer un paquet. Et puis une commande assez magique, c'est la commande apt upgrade qui va mettre à jour l'ensemble de tous les paquets installés. Et donc ça, c'est à faire régulièrement pour des questions de sécurité. Par contre, pensez au apt update avant, puisque si vous n'avez pas fait apt update, apt upgrade va se baser sur la liste que vous avez déjà téléchargée. Il va vous dire tout est à jour puisqu'il n'y a rien de nouveau disponible. Tout simplement parce que vous avez oublié apt update. Les commandes apt et dpkg, c'est deux commandes qui sont utilisables en ligne de commande, qui sont très pratiques, mais si vous aimez les interfaces un peu plus graphiques, vous avez Aptitude, Synaptic ou Update Manager, qui sont des interfaces, donc soit Ncurses pour Aptitude, donc ça va être juste une interface textuelle, mais qui va vous remplir le terminal, soit des interfaces graphiques. Voilà, on arrive bientôt à la fin de ce cours magistral. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les commandes précises, etc. de gestion des paquets. Je vous pointe ici vers quelques documentations sur les paquets Debian qui vont être à lire avant le TP. Et donc on se retrouvera en TP après la lecture de tout ça.
Juste un mot sur l'automatisation. Si j'ai plein de machines sur lesquelles j'ai envie d'installer des choses, je peux faire les choses un peu à l'ancienne. Je vais me faire un fichier machine.txt et puis je peux tout à fait dire que je vais itérer pour m allant dans toutes les machines qui sont dans mon fichier machine.txt. Je vais utiliser la commande SSH pour me connecter à cette machine et puis je vais lancer apt install du nom du package. Donc on peut se faire ces petits scripts à la main comme ça pour automatiser l'installation des packages. Ça marche pas mal. Par contre, il y a des outils qui sont bien meilleurs aujourd'hui. Donc par exemple, l'outil Ansible, il vous permet en une commande de dire je vais sur toutes les machines, je vais lancer la commande via apt, je vais installer le package Nginx et je vais forcer son état à devenir installé. Et donc avec cette commande-là, je vais pouvoir déployer sur tout mon parc de machines le logiciel Nginx. De la même manière avec Puppet, ici on va avoir un fichier manifest.pp dans lequel donc on va éditer, ici VI c'est juste un éditeur de texte. Et donc je vais pouvoir demander à éditer ce fichier-là, rajouter le fait que je veux le logiciel Nginx installé, et puis ensuite je vais taper Puppet apply, et puis le système va aller sur toutes les machines pour s'assurer que tout ce que j'ai demandé dans le manifeste ici va être appliqué. Chef qui est encore un autre système comparable à Ansible et Puppet, et là aussi avec une commande je vais pouvoir propager quelque chose sur toutes les machines. En conclusion, donc, ce qu'on veut pouvoir faire avec un système de paquets, on veut pouvoir rechercher dans des dépôts, on veut pouvoir rechercher des paquets, on veut pouvoir créer un paquet, installer un paquet à la main. Et en termes d'administration, les règles générales, c'est qu'il faut comprendre ce qu'on fait, puisque sinon on fait n'importe quoi et on va faire des bêtises. Et faire des bêtises quand on est administrateur système, ça peut être des grosses bêtises sur des gros parcs de machines. Et il faut être capable de comprendre pour être capable de l'adapter. Je vous remercie de votre attention et c'est la fin de ce cours magistral.